Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le terrorisme et les rébellions armées sont devenus des instruments géopolitiques utilisés pour déstabiliser les États. En fait, depuis le 11 avril, jour de la présidentielle tchadienne, un mouvement rebelle, en provenance de Libye, a fait son entrée dans le nord du pays, avec pour objectif de faire tomber le pouvoir de N'Djamena. De nombreux observateurs et panafricanistes pensent que c'est Paris qui serait derrière cette rébellion. Avec le décès du maréchal Idriss Déby, comment comprendre donc le projet de déstabilisation du golfe de Guinée qui se met en place? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani, et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. La disparition du président tchadien tué lors d'une offensive d'un mouvement rebelle au nord du pays alors qu'il venait d'être réélu pour un 7e mandat affaiblit le Tchad. Son fils lui succède à la tête d'un conseil militaire de transition. Les responsables militaires redoutent d'ailleurs une déstabilisation de toute la sous-région. Mais que cache l'assassinat du président tchadien? Pour quelles raisons ce dernier a été tué? Quel rôle jouait le Tchad dans la sécurité des pays du continent noir? Nous nous interrogeons. Que deviendra la zone SEMAC après la mort de Déby et la possible déstabilisation de son pays? Quelles stratégies sont mises en place par les pays de l'Afrique centrale pour sécuriser leur territoire et préserver leurs acquis et intérêts, sachant que le golfe de Guinée est aujourd'hui la source de toutes les convoitises de la part de l'Occident? Quel est le prochain président qui pourrait passer à la casserole et laisser le chemin aux Français et précisément aux Occidentaux de déstabiliser la zone SEMAC, pour ne pas dire le golfe de Guinée, et avoir la même mise sur les richesses du golfe de Guinée? C'est toujours des interrogations. Autant de questions qui méritent des réponses. Car en géopolitique, tout est calculé. La guerre est une partie d'échecs et chaque pion vaut son pesant d'or. On ne déplace pas la tour sans calcul. Mais surtout, il faut savoir que la reine ne bouge pas n'importe comment. Mais il faut savoir une chose. La géopolitique du golfe de Guinée considère le golfe de Guinée d'ailleurs, messieurs, en tant que territoire partagé ou disputé entre les États. Ce golfe est un espace maritime situé à l'ouest du continent africain. Il inclut généralement et précisément 8 pays côtiers, bien que les chiffres puissent varier selon les sources. Ils sont d'ailleurs nombreux, ces pays. Messieurs, il est bordé par l'océan Atlantique, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao Tomé et Principe et bien d'autres encore. Les eaux du golfe de Guinée abritent de nombreuses ressources. Ces réserves en pétrole lui permettent d'augmenter sa production et engendrent des flux importants, et notamment reliés à l'axe maritime proche du globe et surtout du Golfe. Pas clair, lui laissant l'espoir de devenir pas à pas, malgré les conflits et les pirates, un nouveau centre de gravité énergétique et donc stratégique. Et quand on parle de stratégique, on parle bien sûr de stratégie pour les uns et les autres, et sans oublier pour l'Occident. On se rappelle de ce que, devant les 270 marins du porte-hélicoptère d'assaut français Dixmude, amarré dans le port de Lomé au Togo, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian avait répété le vendredi 14 octobre 2016 que le golfe de Guinée était l'une des priorités de la coopération militaire française en Afrique. Et moi de poser la question, pourquoi? Pourquoi le déclarer? Pourquoi d'ailleurs l'affirmer? Est-ce que l'Afrique appartient à la France? Venu dans la capitale togolaise pour assister au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime, Jean-Yves Le Drian avait tenu à faire le déplacement sur l'un des 3 Mistral de la marine française actuellement en mission dans le golfe de Guinée et à Lomé depuis le 1er août pour exprimer sa fierté aux marins de l'opération Corembe. Quelle fierté? La fierté, il faut le dire comme ça, de dépouiller les Africains de leurs richesses? Allez savoir. Mais que veut la France? L'Afrique est-elle son territoire pour se pavaner et donner des ordres? Nous nous interrogeons. Convoiter le golfe de Guinée est-il le premier objectif de la France sur le continent africain? Elle qui a perdu la main au profit des autres nations? Eh bien, au cours de cette édition, nous allons continuer à nous interroger. Pendant ce temps, du côté du Tchad, messieurs, là-bas encore, on va regarder ensemble quelques photos, il faut le dire comme ça, de ces soi-disant, il faut le dire, rebelles qui sont du FACT, qui ont d'ailleurs fait, il faut le dire comme ça, un communiqué hier faisant savoir qu'ils donneraient jusqu'à hier, c'était le 21 avril hier, permettez-nous de regarder justement en Mondovision ces soldats mal chaussés, ces soldats amaigris, ces soldats affamés qui viennent tout droit de la Libye et qu'on nous déclare être aujourd'hui les rebelles qui veulent prendre le pouvoir du côté du Tchad. Regardez, mesdames, messieurs, très bien ces photos.
Est-ce là les soldats, messieurs? Est-ce là ce qu'on appelle les rebelles? Les voilà donc, bien regroupés, dans le désert. Je vous aurais montré plusieurs autres images. Ils ne savent même pas porter une arme. Les voilà. Peut-on dire réellement que ceux-ci sont des soldats? Et c'est eux qui veulent justement entrer, selon en tout cas les médias mainstream, et sans oublier les médias français, entrer en N'Djamena pour prendre le pouvoir. Et pendant ce temps, messieurs, le golfe de Guinée, lui, et sans oublier la zone CEMAC, est convoité. Président Badakani, qu'est-ce qui se cache derrière l'assassinat d'Idriss Déby Itno? Mon cher Gauss, vous vous souvenez, puisque vous avez montré la typologie des soi-disant rebelles, parce que c'est Paris qui les a désignés comme étant des rebelles. Oui. Voilà. Je voudrais faire le parallèle avec la rébellion ivoirienne. Vous vous souvenez, non? On se souvient très bien. Il disait qu'il luttait pour la démocratie. Il luttait contre la dictature du président Gbagbo, dictature ethnocentrique. Cet ethnocentrisme qu'on a affublé au président Gbagbo et à son régime vient d'un article, d'une tribune signée, écoutez bien, par Achille Mbembe et Célestin Monga à l'époque, disant que Gbagbo était un chef tribaliste ethnocentrique et célébrant l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je dis bien, à l'époque, je vais me le rappeler, parce qu'il faut que les gens les démocrates impérialistes africains, là, il faut qu'on les mette devant leur réalité tous les jours. Celui qui est leur leader actuellement, puisque Macron l'a coopté, même pour penser notre avenir, Oui. d'après la France, a écrit une tribune, une grosse tribune signée, soutenant M. Ouattara et son projet, célébrant son arrivée au pouvoir et insultant Gbagbo. À l'époque, c'est le professeur Charlie Mbok au Cameroun qui nous avait rejoint, nous, qui étions sur les, tu le sais très bien, en première ligne pour défendre le président Gbagbo, oui, qui avait fait un article en tant qu'universitaire pour dénoncer Achille Mbembe et Célestin Monga. Ce sont des faits. Et une parenthèse, pour dire aux gens qu'il n'y a pas de hasard, que Achille Mbembe ne tombe pas du ciel. Ça fait longtemps qu'on le prépare, qu'on le recycle pour assumer ce rôle de traître. Parce qu'il y a des gens qui me disent dans les commentaires, non, président, vraiment, laisse-le, il a droit à son opinion. Ce n'est pas une affaire d'opinion, là. Il s'agit d'aller soutenir. C'est l'avenir de l'Afrique qui est quand même. Le projet criminel et nazi de M. Macron, qui se donne le droit de choisir à notre place nos dirigeants. Qui se donne le droit de décider qui est un bon Africain ou pas. C'est ça. Et ce n'est pas l'affaire d'opinion. C'est très grave. C'est pour ça que je dis à ceux-là, je reprends mes amis qui m'interpellent que je n'ai pas un problème avec M. Mbembe sur le plan personnel. Et sa bande. Je vous donne des faits. Il a toujours soutenu les crimes en Afrique. Les crimes de l'impérialisme en Afrique. Et il masque ça en insultant nuit et jour les, entre guillemets, les dictateurs. C'est leur stratégie. Donc, les Guillaume Soro, le premier ministre Guillaume Soro, les Ahmed Bakayoko, les Ngon Koulibaly à l'époque, disaient qu'ils luttent pour la démocratie. Qu'ils ont pris les armes pour la démocratie. M. Guillaume Soro a écrit un livre, Pourquoi est-il devenu rebelle? Il disait que non, c'était pour la démocratie. Aujourd'hui, que dit Guillaume Soro? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il a changé de fusil d'épaule. Je me suis trompé. J'étais jeune. Écoutez bien. J'étais jeune. Parce qu'il a son porte-flingue là qui passe son temps à vomir des insanités. Je vous ai dit que je ne vais pas citer son nom. Ça lui fait trop d'honneur. Vous savez de qui je parle. Moi, je ne cite pas son nom. Vous savez de qui je parle. Je ne lui ferai pas un tour. Allez-y, on vous suit. Donc, M. Guillaume Soro a dit, je me suis trompé. Je croyais qu'on luttait pour la démocratie, mais je me rends compte que c'était autre chose. Nous luttions pour placer au pouvoir un président vendeur de drogue qui va assassiner ses premiers ministres tous les jours et qui va amener des microbes pour tuer les Ivoiriens. Guillaume Soro a eu la chance, le premier ministre. Il est encore en vie. Mais Ahmed Bakayoko, quand il s'est rendu compte que c'était pas ça, il était trop tard, il était couché sur un lit quelque part. Et il s'est retourné vers Gbagbo qui l'insultait hier pour dire « Je me suis trompé, cher aîné, cher papa ». Ngon Koulibaly, le premier ministre, n'a même pas eu le temps de parler. On est venu l'accueillir à l'aéroport. Un président et son épouse qui viennent accueillir un premier ministre à l'aéroport. Déjà même vu en termes protocolaires. Mais on l'a accueilli à l'aéroport, on l'a accompagné
On l'a installé dans un conseil de ministres. Quand il a fini, il était mort. Puisqu'on savait très bien qu'il ne devait plus travailler, il devait aller se reposer. Voilà. Voilà comment les rebelles, voilà comment les projets pour la démocratie portés par les rébellions se terminent. Monsieur Ngoz, se terminent. Ce n'est pas nouveau. Faut-il dire aux Africains que c'est la même chose au Tchad? S'il faut leur dire ça, je ne voulais pas franchir un pas pour dire que les civilisateurs ont raison de dire que ces gens-là, que les Africains n'ont pas de cerveau. Mais Jean-Paul Bellet ne va pas se fâcher. Je ne donnerai pas l'occasion. Nous sommes là. Et c'est quelques Africains. C'est Africains. Non, c'est clair. C'est une façon de blaguer. Je vais vous lire un truc comme ça pour vous dire, M. Ngoz, que je répondais à votre question par une démarche un peu absurde. Allez-y, je vous suis. Elle n'est pas absurde. En espérant que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire nous suit également, il nous a lancé une fatwa. Allons-y. Depuis 10 ans, je ne reçois que leur fatwa. Moi, je les réponds même pas. On continue le travail. Donc, il y a une propagande française qui est déversée sur les réseaux sociaux. Les services secrets français, de bonne guerre, ont créé des divers profils sur Internet et déversent des insanités pour dénigrer notre maréchalissime et nous amener à avoir honte du héros. Alors que moi, Bandakani, je le dis haut et fort, moi je suis le grand soutien des dictateurs africains. Moi, il ne me cache pas. Je vous dis ça. Moi, je soutiens les dictateurs africains, il ne me cache pas. Je suis fier de les soutenir. Parce que j'ai bien compris la différence qu'il y a entre eux et les nazis qui dirigent en Occident. J'ai bien compris la différence qu'il y a entre eux. Je suis fier du président Déby. Je vais vous démontrer tout de suite aux Africains qui nous suivent comment les arguments balancés sur Internet ne pèsent pas. On dit ok, il a mis ses enfants, ses frères, ses femmes, partout. Vous comprenez? Partout. Moi, je ne vais pas revenir sur le fait que le président Déby est musulman. Oui. Et en tant que tel, même sur le plan de sa religion, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. On aurait voulu qu'il soit homosexuel, qu'il épousât plusieurs hommes. On aurait voulu qu'il épousât plusieurs hommes. C'est à la mode. Bon, on aurait voulu qu'il ressemble au premier ministre du Luxembourg, qui va être invité dans une réunion internationale et qui va débarquer avec un homme qui est devenu une femme. C'est ça qu'on aurait souhaité. Ça c'est pour blaguer. Ça c'est un argument de forme simplement pour s'amuser. Alors moi je dis donc ceci, ok, on va aller pas à pas. Lorsque on nous dit que ok, il a placé sa famille partout, Monsieur Ngoz, prenons le cas de la France. Vous connaissez combien de familles dirigent la France depuis 200 ans? Vous allez me le dire, hein, président, ne vous inquiétez surtout pas. C'est une dizaine de familles. C'est une dizaine de familles. Dizaines de familles. La France a ces tribus-là. Les Bretons, les Occitans, les Normands, et tout ce que tu connais, Jean-Paul Bellet, c'est toi qui as... Les Corses, c'est tout ce qui va avec. Les Corses, Monsieur Ngoz. Ces tribus-là se plaignent tous les jours qu'il y a une race ésotérico-raciale qui est regroupée dans ce qu'on appelle les Hauts-de-Seine, Île-de-France, les Hauts-de-Seine, qui ont confisqué la richesse de la France depuis des siècles. Monsieur Ngoz, depuis des siècles. Est-ce que pourtant, la France peut admettre qu'on dise que c'est un pouvoir ethno-racial qui gouverne la France? Monsieur Ngoz, on peut admettre ça? N'est-ce pas que ces Africains-là disent que c'est le pays de la grande démocratie? Que c'est le pays des Lumières? Alors que dans la réalité, les richesses de la France sont confisquées par le groupe que je viens de vous citer. Lorsque la France confisque 85% des richesses du Tchad et le diligente dans le compte qu'on appelait le franc CFA, moi je pose la question, M. Ngoz, cet argent-là avait la couleur des Goran, ça avait la couleur des Agawa, ça avait la couleur des Toubou. En ce moment-là, est-ce que quand la France confie les 85% là, elle dit que non, voici les tribus qui travaillent le plus, je vais vous rétrocéder 15%, vous travaillez moins que d'autres, je vous rétrocède de 25%, vous les Toubou, vous travaillez plus que les autres, je vous donne 45%. Mais quand il faut confisquer la richesse du Tchad pour amener dans le compte d'opération, mais il n'y a pas de tribu au Tchad en ce moment-là. Il n'y a pas de tribu au Tchad. Comment peut-on distinguer, comment on fait, M. Ngoz, pour privilégier l'origine tribale de Déby au détriment de son appartenance nationale? Est-ce que oui ou non Déby et ses frères sont des Tchadiens? Jean-Paul, je lui pose la question. Est-ce que oui ou non, le président Déby et ses frères sont des Tchadiens?
ou bien ces Africains qui gobent les saletés venues tout droit des services secrets français sont en train de dire que ce qu'on appelle Tchadien n'existe pas. Et que le Tchad est un assemblage, une juxtaposition de groupes tribaux qui sont prêts à se fondre dessus les uns sur les autres. C'est ça leur thèse. Moi, ça me rappelle ce qu'on disait au Cameroun à un moment donné, que le pouvoir est entre les mains de Yaoundé. C'était le même service secret qui lançait ça pour nous amener à nous entretuer entre, d'une part, les Anglo-Bami, d'une part, les Yaoundés, d'une part, les Sawa, et tout ce que vous voulez, les gens du Nord. Nous sommes passés à 2 mois d'une guerre civile pour se rendre compte après que quand les Français balançaient ça, ils passaient par derrière, ramassaient tous les bijoux de famille, toutes nos entreprises nationales, ils ont tous acheté ça pour maintenir en son temps le président Biya au pouvoir. Mais bizarrement, quand il s'agissait d'acheter les entreprises là, il n'y avait pas d'entreprise de Yaoundé, il n'y avait pas d'entreprise de Sawa, il n'y avait pas d'entreprise Anglo-Bami. Lorsque, aux États-Unis, il y a une succession de père en fils, c'est-à-dire Bush-père à Bush-fils, est-ce que pour autant, à l'époque, ces Africains-là ne continuaient pas à dire que l'Amérique, c'est la lumière de la démocratie? Ne continuent-ils pas à dire que l'Amérique, c'est le temple de la démocratie? Monsieur, je vous interpelle, vous. Je vous prends en témoin. Lorsque, aux États-Unis, il y a des successions de père en fils, est-ce que pour autant on dit que ce n'est pas une démocratie? Qui ne sait pas que l'Amérique est le pays le plus inégalitaire du monde en termes de partition de richesses et que les richesses sont confisquées par l'État profond. L'État profond, depuis au moins 300 ans. Mais est-ce que pourtant, ces Africains-là ne continuent pas à dire que l'Amérique est le temple de la démocratie? La reine d'Angleterre, il n'y a pas de succession de père à fils, de mère à fils en Angleterre. Alors on nous dit qu'il y a un premier ministre, n'importe quoi. Tout le monde sait qu'en Angleterre, le premier ministre est un figurant. Il baise la main de la reine d'Angleterre. C'est elle qui décide de tout. On le sait. Pourquoi l'Angleterre peut avoir des successions de père en fils et être une démocratie que nous devons imiter? Et quand il s'agit des Africains, on dit que non, non, vraiment, succession dynastique. Mais il y a un problème, mes chers amis. Il y a un problème sérieux dans notre tête. Hein? Il y a un problème sérieux dans notre tête, M. Goss. Lorsque au Cuba, Fidel Castro s'en va et Raúl Castro prend le pouvoir, qu'est-ce que nous, les révolutionnaires, on dit? Est-ce que nous, on dit que non, c'est père à fils? Nous regardons les performances de Raúl Castro, qui était dans tous les combats avec Fidel Castro. Oui ou non? Est-ce que le fils d'Ebi n'a pas été dans tous les combats avec son père? Tous les combats. À qui veut-on faire croire que c'était pour les Agawa qui faisaient ça? Donc quand Déby est venu intervenir au Cameroun, c'était pour les Agawa? Quand tu vas intervenir au Mali, c'est pour les Agawa? Quand partout, quand il aide la France, avec son armée virtuelle, au Mali, quand il va s'engager là-bas pour aller lutter contre les vrais terroristes, à tout moment là, c'est quoi? Ce sont les Agawa qui masquent l'inefficacité et l'incompétence de l'armée française dans le Sahel. En ce moment-là, ce sont les Agawa? Monsieur Ngous. Non, mais il faut qu'on pose ces vraies questions-là. Il fallait dans ce moment-là, lorsque Déby est venu soutenir le Cameroun pendant la guerre contre Boko Haram, il fallait le chasser, dire que non, 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 toi tu as un pouvoir, Zagawa, ne viens pas ici. Nous ne voulons pas entrer dans les querelles du Tchad. Mais à l'époque, tous les Camerounais, la plupart, la majorité, on s'est levé pour applaudir le maréchal Déby. C'était pas le Zagawa qui était intervenu à l'époque. Donc nous n'allons pas laisser ça. Hein. Nous n'allons pas laisser ça. Alors, le même débat. Allons en Allemagne. Les Bavarois, mon cher René Bennett, n'ont-ils pas confisqué la richesse des Allemands depuis des siècles? En Allemagne, là, malgré le fédéralisme, la Bavière, c'est l'État le plus riche. Les Bavarois sont très riches. Donc les Allemands disent quoi de ça? Est-ce que les Bavarois, là, quand ils sont riches, là, c'est parce qu'ils exploitent seulement la Bavière, ou bien ils ont des entreprises internationales, multinationales, pour ne pas dire nationales? Quel est le problème qui oppose les Catalans et le reste de l'Espagne et Madrid, c'est quoi? Les Catalans disent que vous, les Madrilènes, à Madrid, vous volez l'argent que vous ne travaillez même pas. Vous êtes des paresseux, nous on est des travailleurs, et vous pillez notre argent. C'est ça la base du conflit catalan. Mais quand on fait ça, est-ce qu'on dit que ce sont des hordes tribales qui sont en train de s'affronter, des sauvages qui veulent se détruire? Non, non, on ne dit pas ça. Et l'Europe se lève très vite pour dire que
que les Catalans, taisez-vous. L'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Comme on l'a dit aux Français, aux Corses, taisez-vous. L'unité de la France n'est pas négociable. Mais quand c'est nous les Africains, on vient nous raconter les bavènes pour nous amener à nous entretuer et cracher sur les dignes fils de notre continent. Alors, lorsque le président Déby, M. Ngoz, je suis fier de le soutenir. C'est un grand homme. Moi, je ne nie pas mes amitiés. Parce que moi, j'argumente pour défendre mes amitiés. C'est un grand homme. Je l'appelle maréchalissime. Vous savez, le président Belem nous a dit hier, et c'est vérifié, j'ai vérifié ce qu'il nous a dit hier, que Déby a inventé un concept, une stratégie, une tactique de guerre. La guerre Toyota. Qui est aujourd'hui enseignée dans des écoles, militaires, oui. C'est une innovation. Ça, c'est pour les Agawa. Quand on enseigne dans les écoles de guerre, on dit que c'est Agawa. Ne sommes-nous pas fiers d'avoir un fils d'Afrique, un soldat digne de son nom, qui a fait avancer la science de la guerre dans le monde? Vous voulez que si moi je suis en guerre, je prends cette tactique là pour réussir, je veux dire que c'est pour les Agawa? Non, du tout. Est-ce qu'il faut rappeler ici à ces gens que l'héroïsme militaire du président Déby, c'est le panafricanisme? Ce n'est pas la tradition des grands guerriers africains, Chaka Zulu que nous aimons tant citer. Il était cruel, hein? Mais quel Africain peut avoir honte de Chaka Zulu? Quel Africain? Quel Africain? Il n'est pas le seul. Les grands guerriers africains, depuis Toussaint l'ouverture, jusqu'à Chaka Zulu, pour ne parler que ce cas-là, qui peut avoir honte? C'était des génies militaires. Ce sont des héros du panafricanisme. Pourquoi on veut rabaisser l'héroïsme de Déby, homme de guerre, qui est mort au front et qui a stabilisé un pays qui, depuis 50 ans, était un pays mort, détruit par la guerre? Pourquoi on veut faire ça, M. Ngoz? Moi, je suis là ce matin. Je veux dire que je vais répondre à votre question, pas à l'absurde. Vous voyez que je ne suis pas au sujet. Pas du tout. Je suis là ce matin pour dire que nous, les panafricanistes, nous sommes fiers du président Déby. C'est un grand Africain qui vient de se sacrifier pour la cause panafricaniste. Et que ceux qui sont dans la contre-courant là, ils perdent leur temps. Nous sommes debout. Et les projets français ne passeront pas. Merci à vous, Président Badakani, pour cette première prise de parole. Docteur Jean-Paul Beleg, n'est-il pas l'heure aujourd'hui pour les Africains de se réveiller et de faire eux-mêmes la lecture des événements et ne pas se laisser noyer par les fausses informations divulguées par les médias mainstream et comprendre finalement qu'il y a guerre et que nous sommes en guerre contre l'Occident? Oui, c'est absolument juste. Le président Badakani a tout dit, hein. On peut seulement développer un peu plus, mais il a tout dit, il a dit l'essentiel. Il a mis en perspective le rôle du maréchalissime Idriss Déby, qui c'est une figure définitivement immortelle pour nous. Voilà, il a gagné l'immortalité pour l'Afrique et même le monde. Hein. Le monde comprendra peut-être plus tard, mais nous on comprend déjà. Vous voyez, si le maréchal Idriss Déby avait été égoïste en pensant à sa propre vie et à celle de sa tribu, pour venir sur le terme impropre, mais que tout le monde veut utiliser ici en Afrique, quand on parle des populations africaines, selon la façon dont elles s'organisent sur le terrain, le territoire africain, eh ben, il serait vivant. Oui, il aurait suffi qu'il dise d'accord à la France, oui, je fais le complot contre le Cameroun, il serait vivant. Donc c'est un exemple pour nous. Nous sommes là pareil. Les Oumniobé ont précédé, les Mangabel ont précédé. Ça, c'est pour le Cameroun, mais d'autres en Afrique ont précédé. Ils ont donné leur vie. Nous suivons. C'est un de plus que nous dit. Voilà l'exemple, continuez comme ça. C'est-à-dire que nous ne céderons, nous ne plierons pas devant ces forces impérialistes que nous combattons depuis. Présent, tu dis que ça fait combien de millénaires? Bon, on dit 500 ans. Non plus. Bon, ok, mais 1000 ans. 1000 ans. Depuis l'envahissement. Et puis l'Égypte ancienne, ok, oui, bon. Voilà, on est dans les 2500 ans. 2500 ans. Voilà. Ok, donc nous, on ne pliera pas. On préfère donner notre vie. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se sacrifier pour les générations futures et pour l'honneur de l'être humain. Vous savez, il y a un mathématicien français qui s'appelle Jean Dudonné, il a écrit un livre. Le titre, c'est pour l'honneur de l'esprit humain. Vous voyez, il s'agissait des mathématiques. Or, les mathématiques sont liées au cerveau humain. Le premier cerveau humain connu de l'humanité, c'est le cerveau de l'homme africain. Donc, l'homme noir africain. L'homme noir africain. Donc, c'est pour l'honneur de l'être humain que nous nous sacrifions.
Les autres ne font pas honneur aux êtres humains. Donc on commence à penser, attends, il y a peut-être des reptiliens par les noms, quoi. Oui, parce qu'ils ne font pas honneur à la race, à l'espèce humaine. Vous voyez, même les lions, ils ont des principes. Mais les chacals, les charognards, là, Macron, Le Drian, et autres, Bush et consorts, et Biden même, enfin, tous ceux que vous voyez là. Heureusement que Poutine est là pour sauver l'honneur de l'Europe. Hein. Parce que la Russie, il y a une partie en Europe. Heureusement qu'il y a Poutine. Mais sinon, ces gens-là ne font pas honneur à l'esprit humain. Chaque année, il leur faut du sang. Ils tuent, ils massacrent, ils insultent, ils méprisent qui? L'être humain. Parce qu'ils n'aiment pas le noir, d'accord, ils l'ont écrit dans le Talmud. Mais la réalité, c'est que le noir est un être humain, c'est parce que sans le noir, eux-mêmes n'existeraient pas. Tout à fait. Et c'est eux-mêmes leurs propres savants qui le prouvent. Donc, ils sont dans la contradiction permanente. C'est une insulte au cerveau humain. Contradiction permanente, c'est une insulte à l'esprit humain. Donc, ils ne font pas honneur à la race, à l'espèce. Quand je dis race, c'est au sens anglo-saxon du terme. En français, ils disent espèce. Human race en anglais, espèce humaine en français. Les gens font souvent la confusion. C'est pas la même. Voilà, mankind, l'humanité. Donc, ils ne font pas honneur à l'humanité, ces gens-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que les Africains doivent faire? Quelle lecture ils peuvent faire pour... Oui, c'est pas compliqué. Premier point, c'est que les Africains ne doivent pas écouter autre. En premier point, quand on fait une lecture de la situation, que ce soit politique, économique, géographique, peu importe, en Afrique, quand on est africain, du continent de la diaspora, première chose à faire, valider d'abord une thèse africaine. Ne pas privilégier une thèse non africaine. Je ne dis pas que la thèse non africaine n'a pas de sens, mais la première thèse à regarder, c'est d'abord la thèse africaine. Avant d'aller chercher les thèses non africaines. Ça, c'est number one. Ce principe se généralise au niveau de l'industrie. Avant d'aller chercher des... C'est-à-dire qu'il faut qu'on change nos habitudes. Avant d'aller chercher... On veut, par exemple, exploiter un puits de pétrole. Avant d'aller chercher des firmes étrangères, il faut que cette habitude s'arrête. Il faut donc chercher parmi nous quels sont ceux qui sont capables, même si le rendement n'est pas bon au départ. Même ils ne sont pas les nationaux, pourvu qu'ils soient africains. Mais je parle de l'Afrique, président. On est d'accord, nous on est des panafricains. Même s'ils viennent de la diaspora, on est des panafricains. Voilà. Pareil pour une chose simple comme le football. Il faut arrêter. C'est-à-dire que la prochaine nomination d'un entraîneur non africain pour aller à la Coupe du Monde n'est pas digne de nous. C'est une insulte à la mémoire du maréchal Idriss Déby qui lui a donné sa vie. Parce que c'est le dernier en date maintenant. De toute la liste, il y a eu Kadhafi, maintenant il y a Idriss Déby. D'autres ont échappé. 27e chef d'État. Oui. Il y a eu Magufuli, mais je parle de ceux qui ont vraiment marqué par leurs actions. Oui. Voilà. Il y a eu Nkurunziza aussi, mais qu'on a perdu, c'est 9 derniers mois. Mais je parle d'Idriss Déby, le président Badaka a donné ses actions claires et nettes qui sonnent pour le panafricanisme. Ok? Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle la thèse principale et non la thèse secondaire. Le président Badaka a tendance à parler de contradiction. Où c'est toi ou c'est Ndome? C'est Ndome, hein. Bon, entre vous, c'est pareil. À ce niveau-là. Vous êtes des politiciens. Contradiction principale et secondaire. Bon, moi, je vais donc parler de thèse, puisque moi, je suis dans la logique mathématique, principale et thèse secondaire. Une thèse secondaire ne peut pas avoir le dessus sur une thèse principale. C'est pas possible. La thèse principale, c'est quoi? Le maréchal Idriss Déby a lutté pour le panafricanisme. La thèse secondaire sont venues de la côté de l'importance, hein, président. C'est que juste maintenant la balance d'analyse. C'est qu'il était Zagawa et qu'il a donné des postes aux Zagawa. Attends, c'est quoi cette affaire? La thèse principale, puisque le panafricanisme c'est l'Afrique, le Zagawa est dans l'Afrique déjà. Il est déjà dans l'Afrique. C'est ce que le président Badakani dit tout à l'heure que, attends, ils sont tchadiens ou pas? Mais la réponse est que oui. Où est le problème? Et puis, pendant qu'on fait ça, on affiche son ignorance. Je signale que les vraies tribus sont en Occident. Le mot tribu a été utilisé pour la première fois pour les Arabes, les tribus arabes. Oui. Dans une tribu, tout le monde parle la même langue ou des dialectes. C'est-à-dire que des langues apparentées, avec quelques variantes, mais c'est la même. Voilà, c'est une tribu. Donc déjà, ce n'est pas le cas pour l'Afrique. Parce que, prenons le cas du Cameroun ici, là. Quand on dit Béti, 3A. Quand on dit Bassa, Belek. C'est pas la même langue. C'est-à-dire qu'on n'est pas en communication directe. Bien que, souvent, si un Béti parle, je comprends. Et inversement. Mais la communication n'est pas directe, comme si c'était seulement une simple variation dialectale. Je vais expliquer ça. Ça fait honte à certains. C'est très important. C'est des tocards qui n'ont pas compris. Ou alors, des béotiens, il faut qu'ils aillent à l'école. Alors, cette différence-là n'est donc plus de l'ordre de la tribu. Puisque, d'ailleurs, la seule chose qui sépare tous ces groupes-là en Afrique, c'est simplement la langue. Tout à fait.
Parce que la culture, elle est la même. Si c'est pour le cérémonial du mariage, du deuil, n'importe quoi, on n'a pas besoin de réexplication, on n'explique rien. C'est les mêmes choses. Si on t'explique, c'est que tu ne connaissais pas. Parce que tu as été élevé à l'étranger, peut-être. Mais c'est la même chose partout, sur le continent africain. Donc il n'y a que la langue qui sépare. Et cette séparation n'est pas si significative que ça. Et c'est une richesse pour l'Afrique. L'unité dans la diversité. Maintenant, je vais expliquer. Comment ça se fait que il y a autant de langues en Afrique? Parce qu'en fait, le problème africain, ce n'est que ça. Puisque là, il y a des tribus où les gens, soi-disant, parlent même des langues qui sont vraiment différentes par les dialectes. Je parle dans le cas des Allemands, les gens d'Allemagne, là. Deutschland, voilà. Les Deutsch, comme on les appelle. Alors, donc, ils se faisaient la guerre entre eux. Et c'est des guerres mortelles, des guerres qui durent des années, des années, des années. Voilà, la guerre de 100 ans. Avant l'unification de l'Allemagne. Avant l'unification de l'Allemagne, absolument. Ils font des guerres, mais violentes. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Donc comment ça se fait que, voilà, vraiment de vraies tribus. Là-bas, on dit tribus, ils font des guerres entre eux. Les Arabes, c'est pareil. Et en Afrique, il n'y a pas de guerre. J'ai jamais entendu qu'il y a eu une guerre entre les Bassal et Béti, ou les Bassal et Bamléké, ou je ne connais pas, comme la donne. Je ne connais pas, j'ai jamais pris dans l'histoire, ni mes parents, ni personne ne m'a jamais rien parlé de tout ça. C'est où? Alors, on parle de tribus. Non. La vérité est la suivante. C'est que c'est une richesse. Le fait qu'on ait... C'est une extrême richesse, et c'est pour l'honneur de l'esprit humain. C'est une richesse énorme, c'est un exemple face à l'humanité. Et les Africains incultes en ont honte, alors c'est le contraire. Il faut être fier qu'il y ait autant de diversité en Afrique. J'explique. L'homme est né en Afrique. Quand l'homme naît en Afrique, il met plus de 100 000 ans, c'est prouvé. Il n'en sort pas. Pourtant, il peut en sortir par l'isthme de Suez. Il n'y avait pas de canal, il n'y avait pas d'eau là. On marche. Pourquoi il n'est pas sorti? Ouais, parce qu'il y avait le désert du Sinaï. Bon, le Néandertal n'était pas déjà sorti. Le mot Rex n'était pas déjà sorti. Et si vous avez peur du désert du Sinaï, des espèces beaucoup plus anciennes. Il n'y a pas de raison de sortir. Alors, il n'y avait pas de raison de sortir, c'était bien là. Donc, pendant ce temps-là, Steve. Oui. Les Africains vivent en Afrique. Ils ne survivent pas, ils vivent. Vivre veut dire quoi? C'est-à-dire que quelles que soient les maladies qui sont arrivées, quels que soient les accidents écologiques, ils avaient une telle diversité génétique qu'ils ont survécu. C'est ce que les Occidentaux n'ont pas prévu dans leur business plan sur le coronavirus. Ils ne savaient pas qu'en inventant un virus, ce virus pourrait par contre se retourner contre eux et ne pas toucher la même violence des Africains. Pourquoi? Grâce à la diversité génétique des Africains. Ce qui toucherait tel secteur ne toucherait pas les autres. Parce que nous sommes différents. Steve, si tu as des frères et sœurs, la différence génétique entre toi et ton frère ou ta sœur est plus grande qu'entre un Russe quelconque et un Français quelconque, qui n'ont aucune impact, puisque l'un est russe, côté français. Ils sont plus proches génétiquement que toi, tu seras avec ton frère ou ta sœur. C'est la richesse de l'Afrique. Et les Africains, là, je vous dis dignité de l'esprit. C'est-à-dire que vraiment, il faut. C'est à l'honneur de l'esprit humain. Et de l'espèce humaine plutôt. C'est quoi? C'est que nous avons conservé cette diversité. C'est cette diversité génétique qui donne la diversité des langues, des cultures. Et nous l'avons. On n'a jamais réprimé cela. Parce qu'on est conscient de cette richesse. Je finis par donner juste un exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand l'homme sort d'Afrique, je dis pour que les incultes là mettent ça dans leur tête, quoi. Quand l'homme sort d'Afrique, ce n'est qu'une fraction des Africains qui sortent d'Afrique. Vrai ou faux? L'essentiel des Africains restent en Afrique. On est d'accord? Donc c'est aussi une fraction des gènes seulement qui sortent d'Afrique. Voilà pourquoi il y a moindre diversité génétique à l'extérieur qu'à l'intérieur du continent africain. On appelle ça l'effet goulot. Parfois certains disent effet fondateur. On vous comprend parfaitement. Allons-y, le temps nous est imparti. Oui, d'ailleurs très vite ce matin. Mais Steve, je te fais des émissions de temps en temps, moi je fais court. Vous m'appelez pas prof pour rien quand même. C'est important. Vous m'appelez pas prof pour rien. Allons-y, terminez avec votre argumentaire. Je vais donc chuter. Et j'invite certains à s'inscrire au cours de mathématiques pour la vie. Je refais ma publicité ce matin. Mais c'est pas une publicité pour moi. C'est parce que je veux que les gens arrivent à un certain niveau de formation. On vous écoute. La preuve, ça nous pose problème là. Bon. Donc je disais que lorsque du fait de cette diversité, ça j'en étais là, du fait de cette diversité, comprenez bien, là je chute là-dessus, mais comprenez bien, c'est un point essentiel. Parce que là on est dans l'histoire, je parlais de l'histoire, maintenant on est dans l'histoire. Du fait de cette diversité, les Africains ont vite compris que le plus important n'est pas d'associer des gens de même sang.
Le plus important, c'est de fixer un territoire et de l'exploiter au mieux, dans la meilleure des harmonies. Et c'est ainsi que les Africains sont les premiers à inventer ce concept d'État-territoire. La première royauté, c'est en Afrique. Et notre système comment dire, pour gérer un territoire, pour gérer nos sociétés, c'est la royauté. Donc, comment on peut parler de démocratie et d'alternance? Ça n'a pas de sens. Notre système est fondé sur la royauté. On gère sur la stabilité. On choisit une famille. Si la famille ne répond pas, c'est là qu'il y a un changement dynastique. Oui. Mais c'est l'histoire qui amène le changement dynastique. C'est pas parce qu'il y a une règle qui veut qu'il y ait alternance. Il y a un changement dynastique. La succession de père a fait ça. Oui, tant que la dynastie se maintient. Il y a succession de père ou en fille, d'ailleurs. Alors, donc je termine là-dessus pour dire que l'idée de l'État-territoire est très importante. Donc, ça veut dire que, par exemple, on fixe comme territoire le Cameroun. Même celui qui viendrait d'Afrique du Sud, dès qu'il entre dans le territoire camerounais et qu'il s'y fixe, il est camerounais. C'est ça. Donc, ça dit que les Français ont tendance à opposer droit du sol et droit de sang. Le droit du sol leur vient de la Révolution française et vous voyez qu'ils sont en train de reculer. Ils veulent maintenant revenir au droit du sang. C'est-à-dire un recul. Là où les Africains, dès le départ, sont sur cette idée-là. On fixe un territoire et on gère. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de changer la langue des gens et leur faire oublier leurs origines. L'universalisme est né en Afrique. Est né en Afrique. Quand on dit, ouais, absolument. Quand on dit l'empire du Ghana, c'est tout, ça a été multi-ethnique, tribal, toujours. L'Égypte ancienne même. Tout à fait. On va renoncer à ça? Non, c'est le meilleur des systèmes pour les humains jusqu'à aujourd'hui. Le meilleur système pour les humains jusqu'à aujourd'hui. André Kisselfanga, pourtant plusieurs Africains participent aujourd'hui à la destruction du patrimoine même de leur nation. Est-ce par ignorance ou tout simplement des personnes qui n'ont pas encore compris? Ben, quand vous vous faites enflammer le derrière, vous vous attendez à quoi? Vous avez commencé également avec ça. Mais c'est clair, c'est d'abord ça. Ça m'a valu une fatwa. Non, j'ai dit il faut dire les choses clairement. Il faut bien que vous le compreniez. Il faut que les Africains... C'est l'enflammage derrière. Bien sûr. Ça vous traumatise. Ça vous enlève votre cerveau. Votre cerveau quitte de sa place et se va... Est-ce ça qui pousse justement certains Africains à ne pas comprendre les enjeux même géopolitiques sur le continent africain? Vous allez demander à quelqu'un qui se fait enflammer le derrière de comprendre comment. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il est têtu. Il devient même une loque humaine, en réalité. Donc, aujourd'hui, les Africains ont un problème dans notre... Certains, excusez-moi, je crois qu'il faut qu'on reprécise. Certains Africains ont des problèmes. Et je crois que le président Badakane en a cité plusieurs. Parce que quand je demandais à Paul Atangandji de fermer les loges, c'est parce que c'est justement là-bas qu'on commence à formater le cerveau. La preuve en est, les plus grands maîtres se trouvent où? En France. Il faut toujours aller rendre compte en France. Vous avez vu dans une vidéo où certains chefs d'État, oui. Même celui qui est mort en Côte d'Ivoire, qui était grand maître, il fallait rendre compte à Paris, au grand maître, dans un grand hôtel continental à Paris, où ils tenaient leur réunion. Il fallait aller rendre compte et des doléances de leur... D'ailleurs, même il y a un président qui vient d'être réélu qui a apporté ses cadeaux au grand maître. On voit tout ça. Donc, quand vous avez ce type d'Africains, vous allez vous en sortir comment? Qui prennent leurs ordres de Paris. Parce que je vous rappelle et je vous rappellerai toujours, nous avons un problème avec les 3 F. La France, la franc-maçonnerie, le franc CFA. Si nous ne nous débarrassons pas de ces 3 outils-là, nous n'allons pas sortir de l'ornière de l'auberge. Ça, c'est clair. Donc, le problème du golfe de Guinée aujourd'hui que nous discutons, que nous posons sur la table, ouais. C'est simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans cette logique de travailler pour l'Occident, pour travailler pour la France. Et comment on les recrute? On les recrute à partir de là, quand vous êtes docile. Parce qu'on ne peut pas recruter un Belek, parce qu'il est prêt à couper quelqu'un avec la machette. Si on lui dit que monsieur, pour que vous soyez parmi nous, il faut d'abord que vous passez au cérémonial. C'est un cérémonial qu'on organise. C'est un orgie qu'on organise. Vous voyez un peu pour que vous soyez recruté. Et c'est pour ça que vous pouvez être docile. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas défendre votre territoire. Et quand vous devenez rebelle, ou bien quand vous êtes rebelle, ou bien quand vous ne pensez pas comme eux, alors vous devenez quelqu'un qui
qui ne comprend pas bien la géopolitique. Anti-français. Vous êtes devenu anti-français. Vous n'êtes pas démocrate. Vous n'êtes pas démocrate. Donc, quand vous n'êtes pas dans l'association de Maître Alice Kom, vous n'êtes pas démocrate. Quand vous n'êtes pas des alliés de ces gens-là, vous n'êtes pas... Vous êtes des hommes sauvages. Mais vous êtes des sauvages. Des sous-hommes. Des sous-hommes. Vous êtes des sous-hommes. Vous ne comprenez pas l'évolution du monde. Est-ce que l'évolution du monde, c'est de se faire enflammer le derrière? Ou bien d'appartenir à un cercle bien fermé qui dit que non, c'est un cercle philosophique d'études. Après, ce qui se passe à l'intérieur est autre chose. Donc, quand vous avez ce style d'Africain, et je pense que c'est l'une des premières batailles que l'homme africain doit mener pour que le golfe de Guinée soit libre, c'est d'abord cette révolution spirituelle. Un homme ne se baisse pas les yeux devant un autre homme. Ça, c'est clair. Messieurs, il faut qu'on regarde Macron, s'il est un homme. Il faut qu'on le regarde droit dans les yeux. Et je crois que c'est parce que Déby l'a regardé droit dans les yeux, lui dit, mais messieurs, entre nous là, moi j'ai même beaucoup de femmes. On ne sait pas si toi tu aimes même les femmes. Parce que ce que tu fais en France là, nous on ne comprend pas. Bon, allez demander à Benalla. Vous connaissez Benalla, non? Allez demander à Benalla. Donc, quand Déby lève les yeux, il le regarde droit dans les yeux, il dit, non, je n'entre pas dans ce conflit. Je ne vais pas en guerre en Centrafrique. Je ne vais pas servir de base arrière pour la rébellion parce que je ne peux pas moi-même être le combattant de la liberté, c'est-à-dire de nos États. Vous m'avez appelé pour le Mali, je suis venu. Vous m'avez appelé avec l'organisation, le G5 Sahel. On a toujours défendu les territoires sahélo-sahéliens. Maintenant, vous me dites que non, comme Touadéra est devenu un peu délinquant là, comme Touadéra, on ne pensait pas qu'il allait se comporter de cette façon-là, alors aide-nous à le dégager du pouvoir. Il dit, mais non, je ne peux pas. Si la Centrafrique est déstabilisée, le Tchad aussi est déstabilisé. Si la Centrafrique est déstabilisée, le Cameroun est déstabilisé. Si la Centrafrique est déstabilisée, le Soudan, le Sud-Soudan et tous les autres États qui sont tout autour sont aussi déstabilisés. Parce qu'il y a la déstabilisation. La preuve en est le corridor Douala-Bangui a eu des problèmes. Pendant des semaines et pendant des mois d'ailleurs. Pendant des mois. Et ça a toujours été comme ça. Alors, c'est l'activité économique qui est bloquée. Vous savez que c'est comme ça qu'on fragilise la plupart de nos États quand on fragilise nos activités économiques. Ou on vous crée des rébellions comme ça pour sucer davantage vos petites économies que vous avez, le peu qu'ils vous laissent. Les 1%, 15% qu'ils vous laissent. Ils ressuscitent encore ça au travers de ces rébellions qu'ils créent eux-mêmes. Donc, les Africains dont nous parlons aujourd'hui, ce type d'Africains qui continuent à ne pas vouloir comprendre, doivent comprendre que, messieurs, il n'y a pas de démocratie dans le monde qui existe. Il n'y a aucun État démocratique dans le monde. Il faut arrêter cette bêtise-là. Il n'y a aucun État démocratique qui existe dans le monde. La France elle-même n'est pas une démocratie. La preuve en est, c'est en loge qu'on décide qui sera le président français. Jacques Attali l'a dit. Jacques Attali décide de qui sera le président français. Et ce n'est pas, c'est les Illuminati, vous appelez ça quoi, ces gens qui sont assis quelque part et qui décident. Les talmudistes, les mondialistes, les globalistes, tous les noms que vous voulez leur donner. Tous les noms que vous pouvez leur donner, c'est eux qui décident qui est président en France. Donc, voilà, le président Bandaken prenait un exemple tout à l'heure aux États-Unis. On a pris Bush père, Bush fils. Il a oublié Clinton. Clinton et sa femme. Donc, il y a eu pouvoir dans le lit. Démocratie. Il n'y a pas que ça, la mission. Aux États-Unis, il y a eu Franklin Delano Roosevelt, il y a également eu Theodore Roosevelt. Ils sont d'ailleurs très nombreux dans ce cas. Mais je vous dis que, voilà, non, le problème c'est qu'il faut... Démocratie conjugale. Conjugale. Vous voyez un peu, bon, on est en train de voir ça dans un parti politique ici au Cameroun, dans un parti de l'opposition, soi-disant, où la succession est, c'est la succession politique se fait de lit. Vous voyez un peu donc, un litige. Mais nous connaissons la pression de l'oreiller. La pression de l'oreiller. Mais nous devons réveiller les Africains pour leur dire que arrêtez ce genre de raisonnement. Parce que notre sous-région est à préserver et à protéger. Notre sous-région est à préserver et à protéger. Pendant ce temps, Albert Anatola ici, depuis qu'on a annoncé justement l'assassinat du guide tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, aucun son de cloche venant de l'Union africaine, de la CEDEAO, aucun son de cloche. De l'Union quoi? De l'Union africaine. Ah non, mais arrêtez, président. De l'Union africaine, et sans oublier justement de la CEMAC. J'ai bien besoin de savoir à quoi servent finalement ces organisations continentales. Oui, souvenez-vous, Steve Joselangos, nous avons, dans le cadre de cette même tribune, débattu d'une thématique qui portait sur le protocole de Toronto.
Et parmi les traits, j'allais dire, fondateurs de ce fameux protocole, il y a un paragraphe qui a retenu mon attention. Et je cite un extrait de ce paragraphe. Ce sont eux qui l'ont écrit. Et je cite: les populations n'ont pas de mémoire historique. Elles ont tendance à répéter les mêmes erreurs qu'ont commis leurs pères. Ouais. Et qui les ont conduits souvent à des situations malheureuses. Fin de citation. Fin de citation, comme vous le dites. Lorsque j'ai dit ça, vous constatez qu'effectivement, nous sommes au 27e assassinat d'un chef d'État en Afrique. Et forcément, aucune mémoire historique de la part des populations. Justement, de la part des populations et davantage de leurs mandataires qui sont nos dirigeants. C'est pour répondre justement à votre question. Bon, je vous comprends. C'est-à-dire que nous sommes au 27e assassinat direct d'un chef d'État africain en fonction. Aucune mémoire historique, que ce soit des populations, que ce soit des dirigeants. Et ça continue. Même sur les réseaux sociaux, vous avez des illuminés qui se passent pour des intellectuels, des hommes politiques, des savants, mais qui n'ont rien à comprendre de ce que les enjeux. Parce que c'est ça qui sont enjeux. Justement, les enjeux précisément. Oui. Alors, et je suis justement très surpris que depuis il y a 48 heures, en dehors justement de l'acte symbolique qui a été posé par le Mali, en mettant en berne son drapeau, et en décrétant 3 jours de deuil, un deuil de nation de 3 jours à la mémoire d'Idriss Déby, je n'ai rien vu autre sur le continent africain, en dehors, même pas une condamnation, parce qu'il s'agit là d'un assassinat politique. Je n'ai même pas vu justement l'auteur de ces désordres dont parlait de fin. Je parle de la France, je parle de Paris notamment, condamner le désordre constitutionnel qui est en train d'être mis en place, parce qu'il faut le dire. Ils ont dit qu'ils ont perdu un ami courageux, non, Albert Anatole ici. J'ai dit ceci. J'aime toujours prendre des éléments, soit factuels, soit historiques, c'est important. Dans la constitution d'une analyse et dans la sensibilisation de la mémoire collective. Lorsque, n'est-ce pas, les militaires ont pris le pouvoir au Mali, mais Paris a condamné, n'est-ce pas? Oui. Et il a exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Washington l'a fait, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que au Tchad, ils se taisent, puisqu'il y a une condition qui établit formellement qu'en cas de vacances ou d'empêchement définitif du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim et organise les élections dans un délai de 45 ou 125 jours, 120 jours, je crois. Je n'ai pas entendu les condamnations de circonstances de la part de ces démocratiseurs universels, de ces donneurs de leçons universelles. Maintenant, je reviens dans le contexte africain, donc, comme je l'ai indiqué tantôt, n'est-ce pas, des messages de condoléances. Je n'ai pas vu une organisation soit régionale, soit sous-régionale, soit continentale, c'est-à-dire l'Union africaine, convoquer une réunion de crise. Parce que nous sommes en crise là. Oui. Parce que la première chose que les nouveaux dirigeants, les nouvelles autorités tchadiennes doivent résoudre est d'ordre sécuritaire. Parce que le problème politique, c'est-à-dire l'organisation des élections, est certaine, mais pour l'instant, ce n'est pas urgent. Je n'ai vu aucune de ces organisations, justement, organiser ou convoquer une réunion de crise militaire, s'il vous plaît. Nous avons sur le continent africain, dans le cadre notamment de la CAC, nous avons un contingent militaire qui est du moins sur le papier, qui est censé intervenir et régler ces questions de sécurité lorsque cela est nécessaire. Nous avons sur le continent africain, d'une manière générale, une force africaine en attente qui regroupe les armées, n'est-ce pas, de la plupart des États africains. Je n'ai pas vu beaucoup de libre de ce côté-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, et ça se comprend. Ça se comprend parce que justement, ces organisations sont inféodées soit par des locodèrmes qui sont là-bas utilisés comme des consultants ou des partenaires militaires. Ou participent carrément au conseil d'administration. Non, les partenaires militaires ou alors des conseillers militaires. Non, c'est trop bien.
Vous avez au sein de l'Union africaine, et ça je trouve c'est là scandaleux, parce que la réciprocité n'existe pas. Vous ne verrez jamais Mélano Derme assister à une conférence de l'Union européenne. Je trouve donc cela scandaleux que lorsque l'Union africaine se tient, du moins pour les rares fois que peut se tenir en session, soit ordinaire ou extraordinaire, la salle est inondée de locolaires. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Justement parce qu'ils c'est eux qui donnent l'argent. Non, c'est eux qui donnent l'argent et ils sont là pour vous infiltrer. Et non seulement vous avez des locodèmes qui sont là, mais vous avez même les mélanodermes qui sont des collabos. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils sont des collabos. Tout ce que vous dites en secret, dans le cas des stratégies, soit géopolitiques, soit multilatérales ou bien bilatérales, eh bien, cela leur est tout de suite rapporté par les collabos mélanodermes. Donc, c'est ça le problème. Et je crois que j'ai eu souvent à le dire, il faut dissoudre ces affaires-là. Parce que nous ne voyons pas la pertinence de la résistance. Nous ne voyons pas la plus-value. C'est vrai, il y en a qui vont me poser le fait que ces organisations sur les généraux continentales ne bénéficient pas des contributions des pays membres. C'est possible. Mais il y en a aussi qui sont en jeu de leurs cotisations. Bon, et si oui, si c'était le cas, pourquoi est-ce que les cotisations, les contributions des membres ne sont pas à jour? C'est simplement parce que les individus qui sont payés, s'il vous plaît, même pas en France, c'est pas en dollars, à l'Union africaine, hein, ils sont payés même pas en francs CFA. Ils ne sont pas payés en monnaie africaine, ils sont payés en dollars. Il faut bien dire en monnaie de singe, hein, parce que le franc CFA est considéré en monnaie de singe. Ils ne sont pas payés en monnaie, ce sont des fonctionnaires pour la plupart de l'Union européenne ou des États-Unis. Ça, il faut le dire. C'est pour cela que ces gens, ils ne travaillent pas pour le continent africain. À quoi sert le Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine? Depuis les événements du Tchad il y a quelques jours, il y a plusieurs jours, vous avez vu l'Union africaine sur quel front? De manière active et objective. Moi, je n'ai pas vu. Hein. J'ai scruté plusieurs... jamais quand je suis à la maison, j'ai fait ce qu'on appelle le round-up. Je n'ai vu nulle part, que ce soit au Tigré, ou c'est Washington ou Paris qui viennent donner des injonctions, oui. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Mali, où Paris est sur le terrain en train de piller la République, le pays, que ce soit au Tchad, je n'ai vu aucun, je n'ai entendu nulle part aucun son de cloche de l'Union africaine. Donc, je crois qu'aujourd'hui, lorsque je lis les conneries que les uns et les autres, que les illettrés, si vous le dites, il ne faut pas avoir peur des mots, ce sont des illettrés. Qui aient des diplômes ou pas, c'est des illettrés politiques. Et même au sens propre du terme, les inepties qui écrivent sur les réseaux sociaux, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Ils sont habitués à aller dans les gargotes, se distraire. Ils sont allés dans les paris, ils sont habitués à aller dans les paris, se distraire. Ils vont sur WhatsApp pour regarder les photos, les nudes. Ça, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils freinent l'évolution de l'intelligence. Ils ne peuvent même pas. Il ne faut pas qu'ils fassent l'évolution de l'intelligence parce que le débat, on n'est pas au niveau de la ceinture. Le débat est plus élevé que ça. Donc, je ne voudrais pas être prétentieux en disant, mais il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'amusement. Il faut s'organiser. Oui. Parce que tout à l'heure, dans son coup de gueule, le président Banakeni a soulevé un certain nombre de problématiques et qui sont essentielles et fondamentales. Il y en a qui s'amusent, croient que c'est de la blague. En tout temps, nous sommes infiltrés par les destructeurs. Des gens qui vous disent qu'ils vous apportent la démocratie, alors qu'ils ne sont pas, ils sont tous les démocrates. Les gens qui disent qu'ils vous apportent de l'aide, alors qu'en fait, c'est un goulot. C'est une pierre qu'on vous attache sur le cou, qui va vous entraîner au fond. N'est-ce pas, d'un coup d'eau? Ils ne comprennent. Il faut qu'ils rentrent à l'école. Il ne faut pas qu'ils soient sur le net pour se raconter des balivernes. Il faut qu'ils rentrent sur le net. N'oubliez pas également qu'il y a des faux profils. Hein? Non, qui sont des locodères qui ont des faux profils et qui ont des noms africains. Il y a les faux, il y a les vrais. Oui. Je m'adresse à tout le monde, qu'ils soient vrais ou faux. Il faut qu'ils sachent que sur le continent africain, il y a des gens qui ont un peu de la matière grise et ils mettent ces matières grises, n'est-ce pas, en contribution pour conscientiser, pour informer, n'est-ce pas, pour construire une conscience africaine. Et il faut que, ça c'est important, c'est notre contribution. Moi je ne me lève pas tous les jours à 5 h du matin pour venir m'amuser sur ce plateau, et c'est des risques que je prends. Quand vous les invitez, ne viennent pas Albert Nathalie ici. Non, je voudrais bien
que ceux qui viennent, qui sont des donneurs de leçons sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, viennent sur ce plateau justement s'exprimer. Très peu sont souvent venus ici, j'ai vu leur prestation, j'ai vu leur niveau de raisonnement, de compréhension, d'élaboration, d'analyse. Mais en tout cas, moi je voudrais dire une chose, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le golfe de Guinée, parce qu'aujourd'hui, vous avez les Américains qui sont en aide du Congo, ils vous parlent de la démocratie, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que le coltan qui est exploité en aide du Congo est le fait des enfants de 5 ans, de 10 ans qui ne vont pas à l'école. Et c'est fait par les femmes enceintes, quelquefois les vieillards. Et ce coltan est utilisé dans la fabrication des téléphones et des ordinateurs. Mais je voudrais quand même qu'ils me prouvent qu'ils sont de bonne foi en cassant les smartphones qui s'utilisent, les iPhones qui s'utilisent, parce que c'est le produit justement de l'exploitation illégale des êtres humains. Et de l'esclavage des enfants. Je voudrais qu'ils soient de bonne foi, qu'ils me cassent de manière en mondovision ces téléphones qu'ils utilisent. Qu'ils arrêtent cette activité. Non, qui commencent d'abord par casser ces téléphones qu'ils utilisent, parce que c'est le fait, n'est-ce pas, de l'exploitation des êtres humains, c'est-à-dire des mineurs, pendant que leurs enfants se parviennent avec ces smartphones et vont à l'école. Les enfants des Africains, des Congolais sont dans les mines et quelquefois ils sont tués lors des éboulements de terrain. Vous avez des femmes enceintes qui sont tuées lors des éboulements de terrain et des vieillards. Et il faut parler de défenseurs des droits humains, il faut parler de défenseurs, n'est-ce pas, des droits universels. Non, il faut qu'on soit sérieux. Nous ne sommes pas naïfs, dans tous les cas. Je souscris à ce que tout à l'heure le président Banakan indiquait concernant à ce théâtre qui va être organisé demain du côté de N'Djamena. Et moi, je pense, comme j'ai l'habitude de dire, et j'assume mes propos parce que monsieur l'ambassadeur du Côte d'Ivoire doit pouvoir comprendre que les panélistes qui viennent sur le plateau d'IBS sont responsables de leurs opinions. Et nous a lancé une fatwa, j'ai dit tantôt, j'ai pris acte. Le moment venu, moi j'aviserai. Bon, maintenant pour dire une chose, et pour terminer par là, et pour chuter, je pense qu'il faut que les Africains reviennent, c'est-à-dire pas des vrais Africains, pas les assimiler. Parce qu'ils pensent que c'est Paris qui doit venir résoudre nos problèmes, que c'est Washington qui doit venir résoudre nos problèmes, c'est Londres qui doit venir résoudre nos problèmes. Il faut qu'ils sachent que l'Afrique, c'est un continent qui est habité par plus d'1 milliard de personnes et qui a besoin d'un destin. Et ce n'est pas les autres qui vont décider ce destin. Messieurs, plus que 20 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Permettez-moi de lire 2 ou 3 messages de nos téléspectateurs. Ils nous ont d'ailleurs beaucoup écrit. Bonjour monsieur Steve, ça fait déjà 3 jours que j'arrive pas à vous capter. Quartier Nouvelle. Quartier Nouvelle également qui a des problèmes avec DBS ce matin. Bonjour DBS TV, bonjour à tous vos panélistes. Toutes les forfaitures que la France est en train de commettre dans le monde et en particulier en Afrique, je vous assure que la justice divine interviendra et la France payera le prix fort. Cette personne nous écrit depuis le Burkina Faso, mais elle n'a pas laissé son nom. Bonjour, bonjour également à vous, mais personne, hein, je crois pas Steve, pas Idriss Déby, pas lui, ça me révolte. On va prendre les armes si c'est vrai. C'est conneries, Admira FR. Veuillez prendre 1 minute de silence en sa mémoire, monsieur Ngos. Nous l'avons fait d'ailleurs hier, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Nous avons pris 1 minute de silence en la mémoire du maréchal Idriss Déby. Bonjour Steve et à tout le panel, s'il vous plaît, de grâce, sur un plateau panafricain. Il faut que certains panélistes vous épargnent souvent des versets bibliques. La Bible n'est pas africain et c'est un livre négrophobe. Bam. En fait, si on part commencer à vous expliquer, ça va commencer à prendre une autre tournure. Bonjour à tous sur le plateau, heureuse de vous voir, tous vos panélistes préférés présents, majestueux. Et le débat de haut niveau, comme d'habitude, merci à tous d'exister. Bravo pour votre courage, ainsi que votre amour éternel pour ce continent et pour tous les Africains, même les plus aliénés et vassaux de l'Occident qui continuent à sévir dans tous les sens. Mais comme l'avait dit Dr Mbelek, malheureusement, question mathématique, il y en aura toujours. Essayons seulement de les réduire. Bonne journée et longue vie à tous. Sachez que nous vous soutenons. C'est signé Naëla qui nous a écrit depuis la France ce matin. Bonjour Steve, je me pose des questions. Comment, si la France est contre la prise au pouvoir par le fils et Macron acte ce coup d'État par des militaires, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour convoquer un dialogue national? La France n'est pas derrière les rebelles, mais sachez que la France veut juste la tête de Déby.
Jusqu'à preuve de contraire, c'est votre opinion. Merci quand même de nous avoir appelé. Quelqu'un qui nous envoie une photo. Bonjour, le panel Steve. Depuis le décès de Kadhafi, j'ai compris que ces machins de l'Union africaine ou de la CEMAC sont des prolongements de la colonisation. Donc, Steve, n'attendez rien de ce côté. Steve, qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères français est-il allé faire au village de Déby? Qu'est-ce que la France cherche-t-elle en terre africaine? Pourquoi c'est toujours la France qui est au centre des malheurs de l'Afrique? Steve, vous-même et monsieur Bandakani, expliquez-moi une petite chose. Ce sont les rebelles que nous avons vus hier lors du communiqué qui ont tué Déby. Ces gens qui ne servent pas, qui ne savent pas tenir une arme. Steve, on sait que la France a tué Déby et rien ne peut nous enlever cette logique de nos esprits. Monsieur Steve, l'ennemi de l'Afrique, c'est la France. Qu'est-ce qu'un homme aussi propre part-il faire au deuil d'un dictateur? Steve, monsieur Déby a dit, je ne suis héros ou plus fort des présidents, mais je ne veux pas être à l'origine du désordre qui va s'en suivre. Ceci est clair et net que sa mort a été planifiée, qu'il repose en paix, mais le combat continue. C'est Ignacio Renault qui nous écrit depuis Ndogbon, ici même, à Douala. Messieurs, des messages et encore des messages. Bonjour le panel et bon rétablissement président Badakani. Le diable est en pleine agitation. Signe de la fin de son règne et fin de ce monde. Par le Fils de l'homme, il sera enchaîné et jeté dans une fournaise ardente de feu. Ardent avec tous ses collaborateurs. Ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ. Notre sauveur, c'est Mouliom Emmanuel. Denis, qui nous écrit depuis Bomodoban Benga ici, même à Douala, il nous dit courage. Quelqu'un qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour DBS, bonjour à vous, les panafricains de première ligne. La France tue ouvertement nos présidents sans être inquiétés. Les ONG torpillent nos présidents et personne ne parle. Je vous prie, avec les larmes aux yeux, de poster des snipers, s'il y en a dans nos armées, exposer la petite cervelle de Macron. Et on verra comment c'est doux. C'est Niamen qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Steve, ainsi que les panélistes, une question pour le président Badakani. À l'aube, il faut le dire, de président Idriss Déby Itno. Ma carte de parti, pourquoi la France a-t-elle inventé? Pour moi, le Tchad ne remporte pas la coopération avec la France. C'est Bouakal qui nous a écrit, c'est un peu touffi. Je revendique ma carte de parti, c'est mon droit au président Badakani. C'est Bouakal qui nous écrit et revendique sa carte de parti. J'ai pris acte. Voilà, je pense que Bouakal, vous qui nous regardez depuis le Burkina Faso, depuis Bobo Dioulassou, eh bien, votre carte, vous l'aurez. C'est une revendication démocratique. Démocratique. On comprend bien. Et Bouakal veut sa carte à tout prix, en tout cas. Bonjour Steve, bonjour le panel. Quand ça n'arrange pas la France, le président se fait représenter. Et quand ça l'arrange, le président lui-même en personne effectue le déplacement. Est-ce que Macron veut nous faire croire qu'il aimait trop bien Idriss Déby, qu'il regrette sincèrement sa disparition, au point d'être obligé d'aller le rendre hommage? Les Français sont très mauvais, ils sont à l'image du diable. Macron veut aller parrainer Déby fils. Et si ce dernier oppose une résistance, il suivra son père très rapidement. C'est John Paul, le roi congolais, qui nous écrit depuis Brazzaville, au Congo, ce matin. Bonjour Steve, bonjour à tout le plateau, bonjour au président Badakani. Bon retour, le Tchad doit être dirigé par un militaire, un point trait. Aucun civil ne peut tenir à la tête de ce pays stratégique, à la tradition guerrière. Les militaires ne doivent pas lâcher prise. Ils doivent s'opposer à toutes les chansons criminelles d'une opposition néocoloniale avide de pouvoir qu'ils devront d'ailleurs discipliner. Le peuple africain également doit justement discipliner les militaires tchadiens pour la continuité de l'héritage du martyr Idriss Déby Itno, c'est-à-dire la mise sur pied du panafricanisme et la libération de l'Afrique. C'est Ismaël Njikam depuis Koutaba au Cameroun qui nous a également écrit ce matin. Vous êtes très nombreux ce matin à nous écrire, hein. Vous êtes nombreux, vraiment très nombreux, plus de 85 messages rien que pour la matinée. Je ne pourrais pas les lire tous. Président Badakani, nous n'avons plus que 13 minutes pour sortir de cette édition. J'accorderai donc, puisque vous êtes 4, 3 minutes à chacun et j'aurai 1 minute pour conclure. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Mais, président Badakani, justement, on en parle, hein, jusqu'à preuve de contraire. Albert Anatola ici a bien compris. Pour lui, jusqu'à preuve de contraire, les organisations continentales ne servent absolument à rien. Et pour bon nombre, d'ailleurs, de nos téléspectateurs aujourd'hui, il faut un militaire à la tête de la République tchadienne. D'abord, il y a, je ne sais pas, Anatola ici a réglé le problème des organisations, vraiment. Je pense que c'est là accordé trop d'importance que de parler d'elle. D'accord. Que de parler d'elle, vraiment. Il ne faut pas qu'on perde du temps. Ouais. D'abord, je voudrais dire que concernant ce téléspectateur qui écrit pour dire qu'il faut un militaire à la tête de l'État tchadien, il faut prendre ce qu'il dit au sérieux. Oui. Quand on connaît l'histoire du Tchad et quand on connaît les dynamiques des acteurs en présence au Tchad. C'est presque ce qu'il est en train de dire. D'abord, je voudrais dire au nouveau président, le Mohamed Déby. Idriss Déby, oui. Les rapports de force sont en sa faveur.
La France, malgré l'agitation qu'elle fait, n'a pas les moyens aujourd'hui d'imposer une passe franca. C'est un peu la chose que je dis là. Oui. Une paix française au Tchad. Parce que la diversification géopolitique et des partenariats qui est faite aujourd'hui en Afrique donne des marges de manœuvre terribles au nouveau président. Au nouveau président. Macron lui-même sait pourquoi Macron court venir au Tchad. Attention. Il sait très bien que moins d'erreurs, c'est terminé pour la France. Il le sait. Vous savez pourquoi? Non, je vous dis, vous savez pourquoi? Les Russes sont à côté, à 2 pas en Centrafrique. Aussi simple que ça. Et Macron, c'est pour ça qu'il court là, il vient. Il enlève la honte, l'assassin géopolitique de Déby, il court, il vient. Parce qu'il sait que moins d'erreurs, il perdra le Tchad. Vous savez, ce n'est pas tous les crimes qui profitent à son auteur. Hein. D'abord, rarement les crimes profitent à leurs auteurs. C'est une question de temps. Rarement. Donc on est là dans un schéma classique de mettre la pression sur le comité militaire de transition pour négocier. Voilà. Tout à l'heure, le silence de Paris sur la liquidation de l'ordre constitutionnel, oui, ici a soulevé ça. Le silence de Paris, mais elle, ça vous surprend. Parce que lui-même, il était dans quoi? Il était dans une dynamique de liquidation de l'ordre constitutionnel, en armant, en protégeant, en légitimant et en parrainant les rebelles. Donc, c'est même encore une preuve de plus que c'est la France qui a tué le président Déby. Parce que le fait de se taire, c'est ce que vous appelez effectivement une négation, une liquidation de l'ordre constitutionnel, est un indice important que c'est la France qui a dit cette affaire. Parce que la logique normale aurait été justement d'insister sur la continuité constitutionnelle. Mais c'est parce que Paris, lui-même Paris, était au cœur, au centre, et la tête pensante de la dynamique de liquidation de l'ordre constitutionnel par le montage d'un scénario de rébellion terroriste. Aussi simple que ça. Donc moi, ça ne me surprend même pas à ce niveau-là. Je terminerai par la question, tout à l'heure, quand Touaza soulève la question des Africains impérialistes, des démocrates africains. Je ne vais pas approfondir ça, je terminerai par là. Le truc est très simple. Vous savez que, sur le plan politique, la lutte des classes, qui devrait être le corollaire naturel du développement capitaliste, de la domination du capitalisme sur le monde, parce que le schéma politique qui correspond au capitalisme, quand on veut le renverser, c'est la lutte des classes. La lutte des classes. Fondamentalement, c'est la lutte des classes. A été remplacé, les impérialistes ont remplacé ça par la lutte des races et la lutte des places. La lutte des places. Écoutez bien. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est quoi? Tous ces prétendus démocrates africains estiment que, refusent de poser sur la table les vrais débats parce qu'ils estiment que leur tour de manger pas arrivé. Attention, et la France joue dessus terriblement. Vous avez une classe moyenne, une partie de la classe moyenne africaine, qui, pour la plupart, quand ils ont assouvi, entre guillemets, parlons comme ça, leur soif de revanche sur la vie, par l'accès à un emploi ou par des affaires, qui, pour s'accomplir, ne rêve que de conquérir le pouvoir. Ne rêve que de conquérir le pouvoir. Et la démocratie, la rotation des élites au pouvoir, qui remplace la lutte des classes et le combat contre l'impérialisme, cette rotation permet à des familles sociales d'accéder aux privilèges du pouvoir. Attention, c'est ça qu'il s'agit. Moi, j'ai parlé à beaucoup de démocrates africains. Et il y en a qui m'ont dit que oui, tu as raison. Mais il dit trop pouvoir, qui ça, nous aussi on veut manger. Nous aussi on veut s'asseoir là. Ils le disent d'ailleurs tous les jours, un président Badakani. C'est leur leitmotiv, c'est leur règle. Et c'est quelque chose qui est très motivant. Et l'impérialisme sait activer ça. En faisant miroiter à des gens la perspective de la rotation des familles et des élites au pouvoir, ils enracinent socialement leur faux projet démocratiste, qui n'a pas de place en esclavage. J'ai dit ici que, mais comment un esclave appartient à son maître? Comment on peut démocratiser une plantation d'esclaves? Non, il faut m'expliquer ça. Comment c'est possible? Vous avez vu qu'un maître d'esclave veut démocratiser sa plantation. C'est-à-dire que donner le droit à l'esclave de choisir qui va le diriger. Mais il est évident que l'esclave ne pourra pas choisir le maître. C'est évident. Première chose que la démocratie en plantation esclavagiste va déboucher directement sur
c'est la coupure de la tête du maître. C'est aussi élémentaire que ça. Non, c'est même pas pour lui, sauf comme tu dis. Sauf c'est la tête du syndrome de Stockholm. Oui. Mais dans les conditions concrètes de l'esclavage, c'est rare. C'est-à-dire que la majorité des esclaves ne vont simplement, ils vont couper la tête du maître. Donc, il n'est pas possible qu'on démocratise une plantation. Mais en Afrique, des soi-disant intellectuels ont le courage de porter ce débat. Je vous le dis parce que une fois qu'on a intégré la dimension d'initiation ésotérique, c'est important ce que Fanga. Cérémonial d'enflammage. Oui, allons-y rapidement, monsieur. Tout à fait. Dès qu'on intègre ça, vous comprenez très bien les motivations qu'il y a derrière. Dites-moi ce qu'un Mamadou Issoufou a apporté à son pays de fondamental. Si ce n'est pas le fait de s'asseoir comme président et de devenir très riche et de laisser le pouvoir à son frère. Parce que là, au Niger, on ne dit rien. À son Bazoum, à son frère. On voit seulement au Tchad. Bazoum, là, c'est qui? Ça apporte quoi? Dites-moi ce qu'a apporté aux Africains toutes ces démocraties néocoloniales où des gens succèdent à tel, où Jean remplace Pierre. Et vous-même, vous arrivez, on a permis de faire arriver au pouvoir Adama Barrow, le président gambien. Il est président, c'est-à-dire il est parti du bois de nuit à Londres, il est pour devenir président. Aujourd'hui, les Gambiens sont en train de pleurer, il n'y a jamais. Parce que celui qui est là, il ne sait même pas ce que veut dire être président. Il ne sait pas. Il passe son temps à compter les petits de l'ancien président. Parce que bon, il veut attraper certains fantasmes qui le dérangent. Vous comprenez? Donc, vous comprenez très bien que cette dimension-là, la France flatte ça, manipule ça, et crée les conditions pour que ça soit dans l'union, c'est-à-dire que ça se solde par le sang, et ça permet donc d'évacuer le voie débat qui est la présence française, pour ne pas dire la présence de l'impérialisme. Mais, vous savez, je terminerai par là, M. Ngoz. Nous parlons de ça pour édifier nos masses. Mais je vais vous dire, la vérité est que le temps n'est plus à leur avantage. Le temps n'est plus à leur avantage. Et aujourd'hui, quand on voit la puissance, n'est-ce pas, de la dynamique panafricaniste, qui aurait imaginé ça? Eux-mêmes sont très surpris. Les Français, moi, j'ai des informations. Ils sont dépassés. Ils ne comprennent pas les ressorts de la dynamique panafricaine. Ils ne comprennent même pas. Ils disent que mais, cette puissance-là vient d'où? Continuons notre travail. On va y arriver sous très peu de temps. André Kissel Fanga, puisqu'on sait pertinemment qu'on va y arriver, qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on dit concrètement aux Africains? Eux qui doivent comprendre finalement qu'il y a un grand complot contre, justement, les Africains. Ben, je crois que premièrement, nous avons expliqué ici, le pacte ojoulatiste est en train de se briser. Il faut leur dire, pour ceux qui connaissent le pacte ojoulatiste, je ne veux plus encore expliquer. Ojoula était le chef de colon au Cameroun, et une de ses techniques pour sélectionner le personnel politique, c'était l'enflammage du derrière. C'est ça que tu veux dire? Donc, le pacte ojoulatiste est en train de se briser. Et comme ce pacte ojoulatiste est brisé, ça veut dire que la France a perdu. Et ceux qui pensent qu'ils sont encore dans la même logique que du pacte ojoulatiste, non. Il y a une nouvelle génération qui s'est créée, il y a des hommes qui ont refusé carrément. Vous savez qu'il y a un célèbre premier ministre qui avait dit à Ojoula que mais si tu me fais ça, qui va faire ça? Marguerite. Pour dire qu'au lieu de prendre le pouvoir dans ces conditions-là, je préfère ne pas prendre... Je préfère Marguerite. Je préfère Marguerite. Vous voyez un peu? Oh, nous savons Messieurs, allons-y. Non. Plus que 3 minutes pour sortir. On doit expliquer les Africains la réalité des choses, de la vraie stratégie de la France. Parce que nous sommes en train de parler de libération. Donc il faut que véritablement les faits soient mis au devant de la scène. Et ça, c'est le moyen le plus puissant qu'ils ont tenu la plupart des Africains avec ce pacte ojoulatiste. Le pacte ojoulatiste n'était pas seulement au Cameroun, c'était un peu partout sur le continent africain. Et même dans le monde. Donc, ce pacte ojoulatiste-là a été brisé et Joe Biden, c'est un chef ojoulatiste. Donc, aujourd'hui, nous pensons rapidement. que les Africains, nous sommes en train de nous réveiller, nous sommes déjà réveillés même, mais tout ce qui nous manque maintenant, c'est de monter sur notre garde et de dire aux gens, de monter la garde, de ne plus laisser pénétrer notre ennemi. Et la pénétration de cet ennemi, c'est la France. Et il faut l'empêcher à tous les prix. Et c'est pour ça qu'ils sont déchantés, ces Français-là, de comprendre que mais, comment ces Africains-là, comment on arrive à tenir des débats comme celui-ci en plein 21e siècle. Comment on peut arriver à avoir des chaînes panafricanistes qui vantent l'idéologie alors qu'ils ont mis tous les mécanismes. Parce que le premier mécanisme qu'ils ont mis en place, c'est Canal Sat. Merci André Kissel Fanga. Je conclue en disant ceci. Oui. Le sang de Idriss Déby est la semence de la prospérité de la sous-région SEMA.
Parce que c'est l'un des derniers martyrs, ou bien vivants que nous avons actuellement, celui qui a dit non au pacte français. D'ailleurs, si vous avez suivi sa campagne, il l'a dit clairement. Il faut suivre ça. La vérité, la liberté s'arrache et nous allons l'arracher. C'est terminé. Les Blancs qui pensent qu'ils vont dicter notre façon de faire, de vivre, c'est terminé. Et je pense que c'est là où... Et je crois que la loi du discours est très importante. Pour ceux qui ne suivent pas le discours, ils doivent suivre les discours. Parce que c'est le discours qui formate un peuple. Et la plupart de nos dirigeants ont des paroles parfois qui sont pleines d'intelligence ou bien pleines de prophéties pour l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous saisir de ces paroles-là pour libérer finalement notre golfe de Guinée. Docteur Jean-Paul Bellec, 27 président africain assassiné par l'Occident, n'est-ce pas trop? N'est-il pas également de bon temps de dire haut et fort aujourd'hui aux Africains et à tous les gouvernants qu'il ne faut plus que cela se reproduise? Ok. Moi, j'ai ma règle de multiplier par 10 au minimum, vous vous souvenez? Bien sûr. Voilà, d'ailleurs, avec nos esprits africains, Macron qui arrive là, il devrait y réfléchir. Qu'on l'envoie un tonnerre. Nous, on a l'émission, on a beaucoup de choses là. Que ça rentre alors. Oui. Depuis qu'on a justement toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on les utilise pas? Oui, l'occasion arrive. L'occasion arrive, vendredi. Alors, moi je dis que moi je n'ai pas la preuve pour l'instant. Comme président Badré dit, nous ne sommes pas les policiers ou le tribunal pour avoir le verdict. Mais quand le verdict viendra, on a déjà lancé notre fatwa. Si jamais ça s'avère que c'est la France, 27 présidents africains. Sur le plan géopolitique, le verdict, c'est la France. Bon. Sinon les missions, eux, peuvent tout pleuvoir parce que les esprits, là, eux, savent. Hein. Les abeilles et tout ce qui va avec. Et tout. Bon, allons-y. Le tonnerre, tout ça. Je vous dis une chose, il ne faut pas se moquer. Non, je vous suis. Je travaille sur les théories multidimensionnelles. Oui. C'est le fond de mon travail théorique. Tout à fait. Donc, les théories vous connaissez la 5e dimension. Vous savez ce qui se passe là-bas? Si, tout le monde. Bon. Vous ne savez pas. Vous avez déjà été là-bas. On ne sait pas ce qui se passe vous de côté, mais bon. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non seulement vous ne savez pas, mais peut-être que ceux d'entre nous qui utilisent ce genre de choses ont perdu de cette chance. Il faut juste la retrouver. Donc, si tu me permets. En fait, terminons, Jean-Paul Bellec. Terminons, oui. Je voulais dire, le débat de ce matin, c'était sur le projet de Golfe de Guinée et les responsabilités des sociétés, des organisations continentales africaines. Voilà. Par exemple, pour l'Union africaine, Mahamat, là, comment il s'appelle? Fakir, non? C'est lui justement le président. Moussa Fakir. Il est d'origine tchadienne. Oui, c'est Déby qui l'a placé là. Mais peut-être qu'il réfléchit à 10 fois avant de prendre la parole. Donc les autres peuvent prendre la parole à sa place. Parce que on est en train de... Moussa Fakir Mahamat. Oui, on est en réel, le business plan. On est en train de liquider des gens. Là, c'est le Tchad. Il est tchadien. Donc on a voulu qu'Idriss Déby parle. Il a parlé, on l'a assassiné. Vous voyez? On peut pas... La parole, ce n'est pas forcément la chose à mettre en avant à chaque fois. Parfois, il faut faire comme j'allais citer, mais je ne cite pas, tout le monde le connaît, agir en douce, pourvu que l'action se fasse. Vous voyez? Donc n'exigez pas qu'il parle, pourvu que les choses se fassent. Voilà. Bon, c'est idem donc pour la CEMAC. Je sais que l'enjeu pour le Golfe de Guinée, pour la CEMAC, qui est dans le Golfe de Guinée, la CEMAC, il y a le franc CFA, qui est fini, mais nous attendons la nouvelle monnaie. Or, Idriss Déby était dans notre business plan. Il faut donc que ceux qui sont là, donc son fils et les autres, soient dignes du lion. C'est-à-dire que le lion ne doit pas donner naissance à une hyène. Donc il faut qu'il soit digne du lion, lui-même grand lion, même super lion s'il le faut. L'enjeu est là, nous voulons notre nouvelle monnaie. Nous voulons un groupement militaire régional qui inclut le Niger et même d'autres. Plus c'est étendu, mieux c'est. C'est le minimum syndical pour assurer la mémoire du président Idriss Déby. Monsieur, le temps est parti, c'est terminé ce matin. Voilà. Albert Natola, ici, vous avez le mot de fin, pour terminer rapidement. Non, vous m'avez donné 3 minutes. Donc, si je vous donne 3 minutes, je vous assure, vous n'aurez pas le temps. Vous avez dit à Mondovision, téléspectateurs, que chacun a 3 minutes. Malheureusement, tout le monde a bouffé les 3 minutes. Bon, d'accord, vous avez 3 minutes. Allons-y. Avec la complicité de la réalisation, ils vont me donner 3 minutes. Je voudrais dire 3 choses. 3 minutes. Dès que les 3 minutes vont finir... La première chose, c'est quoi? C'est que il faut éviter d'inviter le CODEM dans nos affaires. Claire. Parce que la réciprocité, ça n'existe pas. Vous fermez les frontières. Il faut faire... Je fais fi de ce que vous allez me convoquer comme étant les accords de partenariat. Non, c'est n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi. Lorsqu'ils sont dans les réunions stratégiques, il n'y a pas de mélanodème là-bas, en dehors de ceux qui sont assimilés. Qui sont payés pour. La seconde chose que je voudrais dire, et c'est important, aujourd'hui,
il va falloir, et là je convoque le président Banda Kane qui est un homme politique, il va falloir former les Africains. Il y a trop de jeunes qui sont dans la distraction parce que soit ils ne comprennent pas du tout, soit ils sont dans la facilité. Parce qu'il faut qu'on soit conscient des enjeux. Les jeunes ne peuvent pas nous dire que l'Afrique c'est leur avenir et ils viennent impunément sur le continent africain le transformer en terrain de jeu machiavélique, sadique et cynique. Et ils repartent tranquillement, impunément, sans aucune conséquence. Moi, j'ai dans ma famille des combattants, j'ai eu des combattants dans ma famille qui se sont sacrifiés, chacun à son niveau, et je ne peux pas accepter qu'on continue de sacrifier les Africains et qu'on reste là, silencieux, stoïque, résigné. Pour moi, c'est inacceptable. Troisième chose, je sors par là, je pense que aujourd'hui, il faut une nouvelle école. C'est-à-dire l'école de la conscience. La conscience intellectuelle, la conscience politique. Parce que... La conscience historique. La conscience historique, ça c'est important. Parce qu'il va me d'abord évacuer cela. Parce qu'aujourd'hui, il est important de demander à la France de commencer à payer, de lui demander des comptes. Ouais. Parce que ça fait trop de problèmes, tous les problèmes qu'ils ont créés sur le continent africain et qui continuent de créer sur le continent africain au nom du rapport de force. Mais je pense qu'il va falloir, à mon sens, d'une manière ou d'une autre, répondre à cette question du rapport de force. Merci, monsieur, d'avoir été là ce matin. On y est là. Merci à vous, Albert Antola, ici. Vous avez eu vos 3 minutes. Vous avez eu vos 3 minutes. Vous n'avez pas pu faire plus de 3 minutes, en tout cas. Docteur Jean-Paul Bellec, merci d'avoir été là ce matin. Je redonne mon mot de téléphone pour ceux qui voudraient prendre des cours. Oui. 671 85 77 05. 671 85 77 05 avec le 237 devant pour ceux qui sont à l'extérieur. Plus 237 pour ceux qui sont à l'extérieur. Moi, je pense que c'est important. Il faut vraiment qu'on reprenne des trucs mathématiques. Donc, moi, je suis disponible. Bientôt, je serai 10 pieds sous terre et ça sera trop tard. Non, tu vas vivre encore longtemps. J'espère quand même former encore quelques-uns avant qu'il en soit ainsi. Vous avez 100 ans sur terre. Voilà. Ne vous inquiétez surtout pas. Président Banda Kane, merci d'avoir été là ce matin. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, oui. avec le respect que je dois à votre fonction, vous vous trompez de cible. Votre ennemi est celui qui vous a nommé. Allez demander au Premier ministre Bakayoko, allez demander au Premier ministre Guillaume Soro, allez demander à Gon Koulibaly. Ils s'étaient trompés comme vous. Et à la fin, ils ont compris que leur ennemi, c'est celui qui leur avait nommé. Vous vous trompez de cible, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'avoir été là ce matin, André Kissel-Fanga. Les Africains ont besoin du Seigneur Jésus pour sauver, parce que le dernier héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a levé, c'était justement un Africain qui l'a aidé à aller à la croix. Lui-même était africain. Et donc, les Africains ont besoin du Seigneur pour gagner ce combat, parce que ça, c'est le combat contre le diable et Dieu. Et le peuple qui croit le plus en Dieu, c'est le peuple africain. Merci, monsieur, d'avoir été là ce matin. On va également faire un coucou à Jean-Jacques, qui est souvent dans l'ombre, hein, mais qui est toujours avec nous tous les matins. D'ailleurs, Jean-Jacques, merci d'avoir toujours été là. Merci pour tout, Jean-Jacques. Merci à votre famille également, parce que vous nous supportez à tous les coups. Merci, monsieur, d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Libye ce matin. Réélu à la tête du Tchad, Idriss Déby est mort mardi le 20 avril, des suites de blessures reçues au champ de bataille. Son fils, le général Mama Déby, a été désigné chef d'État par intérim. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.